Bonjour, c'est le professeur Saint-Louis aujourd'hui qui vous parle. Donc, en première partie du cours, nous avons regardé la théorie de l'acteur réseau de Michel Calon et de Bruno Latour. Donc, comme nous l'avons déjà vu en classe, la théorie de l'acteur réseau est une théorie où nous avons des actants qui peuvent être soit des humains ou des choses, ce que M. Calon et M. Latour appelaient des non-humains. Et chacun d'entre eux, à partir des relations qu'ils ont, les connexions qu'ils ont, comme dans un réseau, peuvent déterminer et expliquer comment est-ce qu'une technologie, une technique est mise en œuvre. Donc, pour M. Latour et M. Calon, le côté social et le côté technique est aussi important et les interrelations entre les deux nous permettent de créer un réseau. Pour expliquer ensuite comment est-ce qu'une technique vient à naître, à fonctionner, et ainsi de suite. Pour répondre à une question qui m'avait été posée mardi passé par Charlie, est-ce qu'il y a une limite à ce réseau-là? Pas vraiment. Monsieur Latour, Monsieur Calon n'ont pas tout à fait adressé cette question-là. Il n'y a pas vraiment de limite. Un réseau, ça s'étend et ça se termine où il n'y a plus de connexion entre les autres choses. Donc, est-ce qu'on pourrait, pour expliquer la coquille Saint-Jacques, parler peut-être des drapeaux qui flottent l'autre côté de l'océan à Terre-Neuve pour expliquer l'exploitation de la coquille Saint-Jacques en France? Potentiellement, oui. Ce serait très loin d'expliquer les drapeaux qui flottent sur les quais un peu plus loin à l'autre côté de l'océan, mais ça pourrait toujours expliquer quelque chose si on rentre dans les connexions avec Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Pierre et Miquelon faisant partie de la France, et ainsi de suite, les bateaux, toutes sortes de choses. Peut-être au bout du compte qu'on va voir une relation entre les deux. Mais évidemment, on va se concentrer directement sur l'élevage de la coquille Saint-Jacques directement là où elle est faite en France, avant de s'étendre jusqu'à Terre-Neuve au Canada. C'est quoi la technoscience au féminin? La technoscience au féminin, c'est une critique du savoir qui a été produit avec une perspective féministe. Donc, on a plusieurs grands auteurs qui font de la technoscience au féminin. On va en regarder 4 aujourd'hui. On va regarder Donna Haraway, Sandra Harding, Sherry Turkle et Lucy Suchman. Vous voyez une étoile sur Sherry Turkle et Lucy Suchman, c'est parce qu'elles ne sont pas le genre d'auteurs qui s'affirment comme faisant partie de la technoscience au féminin. Mais on peut quand même les rajouter. C'est pour ça que j'ai mis une étoile à côté d'elles. Qu'est-ce qui est intéressant dans la technoscience au féminin, ou en anglais le feminist technoscience, c'est que dans l'étude des sciences et techniques, on a vraiment un groupe très fort d'auteurs femmes qui écrivent sur la science et la technique à un certain niveau que leur écriture est plus influente qu'à peu près tout ce qui se fait d'autre dans le domaine. Donc, on ne peut pas passer à côté. J'ai nommé quelques femmes ici, il y en a beaucoup plus, évidemment, qui écrivent là-dessus sur la technoscience au féminin. Donc, c'est une opportunité qu'elles ont prise pour questionner la place de la science et de la technique et les perspectives souvent plus masculines à la science, à la technique. Donc, elles vont toucher à toutes sortes de questions que l'on peut voir dans les débats actuels sur la connaissance, le savoir, l'épistémologie. On n'a pas beaucoup d'équivalents de la technoscience au féminin dans d'autres domaines de recherche. Il n'y a pas comme un groupe de femmes spécifiques qui écrivent en communication, par exemple, et dont l'écriture est tellement importante qu'elle devient incontournable. Oui, il y a beaucoup de femmes. Oui, il y a beaucoup de femmes féministes qui écrivent en communication, mais c'est pas comme une contribution qui est tellement importante qu'elle devient incontournable et que tout le monde en parle et qu'elle est centrale dans le domaine, qu'on ne peut pas passer au travers le domaine sans parler de ces auteurs-là. C'est possible en communication, c'est possible dans d'autres domaines, mais en sciences et techniques,
la technoscience est centrale à la discipline. C'est très intéressant comme phénomène. Qui est Sandra Harding? Sandra Harding nous a amené une théorie qu'on appellerait la théorie de la situation des points de vue, ou on pourrait dire des perspectives, en anglais le standpoint theory, qui nous permet de comprendre que ce que les gens pensent d'une technique ou d'une autre situation en dehors de la technique est orienté par la position de cette personne-là dans la société. Donc, si vous êtes une femme noire, vous pouvez voir plus de choses et plus, en d'autres mots, d'injustices probablement et plus de problèmes qu'un homme blanc qui, lui, ne peut pas voir ces injustices puisqu'il participe au système et bénéficie du système plus qu'une autre personne. Donc, pour être capable de comprendre une technique, il faut être capable de se mettre dans la position de la personne qui est capable d'en voir le plus là-dessus. C'est ce que nous dit Madame Sandra Harding. Donc, elle va critiquer ce qu'on appelle l'hégémonie masculine en Occident, la vision que l'Occident a raison sur le reste de la planète, dans les sciences et dans les techniques. Donc, elle nous dit que les femmes sont capables d'avoir une autre forme d'objectivité, qu'elles sont capables de voir autre chose que les hommes ne peuvent pas voir, et que d'autres groupes aussi peuvent voir d'autres choses. Donc, une situation où on est dans un colonialisme donne à la personne qui est colonisée plus de regard sur la situation. Donc, il faut sensibiliser les gens qui ne sont pas dans ces situations-là pour leur permettre eux aussi d'ouvrir leur regard quand on étudie les sciences et les techniques. Bien que féministe, Sandra Harding questionne l'utilité du féminisme aussi dans les questionnements. Donc, elle va questionner des mouvements qui disent que le féminisme peut être empiriste ou positiviste. Elle va questionner les approches matérialistes et marxistes du féminisme aussi pour expliquer la science. Et de la même façon, elle se pose aussi des questions sur les approches constructivistes ou féminologistes qui nous permettent encore une fois d'expliquer qu'est-ce que la science, qu'est-ce que la technique. Donc, elle fait un retour sur elle-même, elle fait un retour sur le féminisme aussi, pour toujours se questionner. Il y a une vidéo de Madame Sandra Harding, je vous encourage à le regarder. Regardez-le. Ça va faire partie probablement de l'examen aussi et ça va vous expliquer Madame Harding d'une autre façon. Donna Haraway est une scientifique, une biologiste qui s'est mise à enseigner l'histoire et la philosophie de la science. Elle a remarqué durant ses études qu'il y avait beaucoup de biais contre les femmes. Donc, elle s'est dit, moi, je vais expliquer la science et la technique en prenant compte de la position des femmes. On peut dire que Madame Haraway est aussi une tenante de la théorie de la situation de point de vue. Madame Haraway n'est pas contre la science et la technique. Au contraire, elle veut qu'on soit capable de l'exprimer, de l'expliquer et de l'utiliser mieux que ce que l'on peut faire maintenant. Donc, elle n'est pas en opposition à la science et à la technique. Au contraire, elle veut qu'on puisse l'explorer d'une autre façon. Et comment qu'elle veut l'explorer? C'est avec le concept du cyborg ou de ce qu'on pourrait appeler la position de la figure hybride dans la science et la technique. C'est quoi la figure hybride? Le cyborg, c'est une figure qui transgresse les catégories préexistantes. Elle fait un petit peu de poésie ici, Madame Haraway. Donc, elle va nous parler des dualismes littéraires. L'homme contre la machine, l'homme contre la nature, l'esprit contre le corps, on a déjà vu ça plus tôt, le physique
contre le non-physique, et ainsi de suite. Donc, elle va jouer avec ces mythes-là pour créer un nouveau mythe qui sert à expliquer l'interaction de l'humain avec le technique et la science. On va appeler ça le cyborg. Avec le cyborg, Donna Haraway essaie de sortir la femme du dualisme traditionnel homme-femme, esprit, corps, rationalité, émotion. Le cyborg devient une figure que les femmes peuvent emprunter et dire qu'elles veulent prendre le contrôle sur leur destinée. Le cyborg, comme je l'ai dit, c'est un hybride qui joue entre les catégories, qui transgresse, donc qui brise les règles. Pour l'avoir enseigné l'an passé, il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas l'idée du cyborg car elles voient comme si on ignorait l'état de la femme, l'existence même de la femme en passant à une autre image qu'on appelle le cyborg. Et pourtant, pour Madame Haraway, le cyborg était la solution pour répondre à toutes les sortes, toutes les classes de femmes. Donc, le féminisme traditionnel à l'époque, probablement la deuxième ou la troisième vague, mettait souvent en valeur les femmes blanches, étaient ignorées du féminisme les femmes issues d'autres groupes, les femmes transgenres ou les femmes racisées. Avec la figure du cyborg, Haraway voulait ramener toutes ces femmes autour d'une même place, une même figure, encore une fois mythique, avec lesquelles elle pouvait reprendre le contrôle et expliquer mieux la science et la technique. En utilisant le symbole de la femme traditionnellement, tout ce que la femme faisait d'après Haraway, c'est de perpétuer la domination de la femme dans les structures technologiques, dans les structures socio-techniques. Donc, le cyborg permet à la femme de se sortir de la dualité du genre, la dualité homme et femme. Le cyborg est intéressant aussi parce que le cyborg explique qui nous sommes. Je l'ai déjà dit dans un cours auparavant, si je porte des lunettes, les lunettes sont constamment sur moi, elles font partie de mon identité, donc je suis un cyborg. Si j'ai un pacemaker, je suis un cyborg aussi. Ça fait partie de moi. Je peux fonctionner sans mes lunettes, mais pas aussi bien qu'avec les lunettes. Donc les lunettes font partie de mon identité. Et c'est ce qui fait d'une personne un cyborg. Sauf que ici, le cyborg a été utilisé par Madame Haraway comme une solution pour allier toutes les femmes, sans en exclure aucune. Je vous conseille de regarder le bon vidéo sur Madame Haraway, son manifeste et le cyborg, dans les liens, évidemment. Sherry Turkle a contribué à ce qu'on appelle la construction identitaire en ligne. Je sais que vous avez eu un cours sur la construction identitaire l'an dernier et je ne pense pas que vous avez étudié Madame Turkle. Et pourtant, c'était la pionnière de l'étude de la construction identitaire à partir des réseaux électroniques comme Internet, le web, les médias sociaux. Donc, Madame Turkle a contribué deux éléments importants dans sa carrière. Elle a parlé de l'identité des gens sur Internet dès 1995, où elle disait que la relation qu'on avait avec les machines nous permettait de simuler des nouvelles identités, de créer le classique où on dit que la personne qui nous parle n'est pas exactement la même personne qui nous parle. Elle s'est créée une nouvelle identité complète et essaie de passer pour autre chose. Donc, on pourrait dire un avatar. Donc, des jeux comme Second Life ont beaucoup puisé
dans le travail de Madame Turkle pour expliquer qu'est-ce que c'est que de se reconstruire sur un autre monde, une simulation. Mais pas juste ça, mais c'est que aussi prendre l'ordinateur, prendre la technique, la machine, comme un ami, comme quelque chose à qui on donne des valeurs humaines. La question ici que Madame Turkle nous pose, c'est est-ce que en créant ces nouvelles identités-là, est-ce qu'on ne laisse pas d'autres identités en arrière? Elle a posé aussi une question classique dans un de ses articles. C'est un scénario où on avait un personnage un avatar qui violait un autre avatar dans un jeu en ligne que tout le monde pouvait voir. Il y avait un bug dans le système qui faisait qu'on ne pouvait pas arrêter cette personne-là de faire ce geste-là d'un avatar contre un autre avatar. Est-ce que c'était vraiment un viol? Je veux dire, le geste a été fait virtuellement, mais la personne et ses intentions en arrière devant l'ordinateur qui attaquait une autre personne qui, elle, ne pouvait pas se dégager de cette situation-là. Est-ce que cette personne-là, dont son propre avatar se faisait agresser, était en situation de viol ou c'était seulement un viol virtuel, donc ça ne compte pas? Et tout le monde pouvait voir la situation et on ne pouvait pas l'arrêter facilement. Donc, c'est le genre de questions que Mme Turkle a posées dans la première partie de sa carrière. Dans la deuxième partie de sa carrière, on pourrait dire plus récemment aussi dans ses recherches, puisque ça date de 2011, Mme Turkle a cherché à savoir est-ce qu'avec les techniques avec lesquelles nous sommes en interaction constante, est-ce que ces techniques créent des barrières dans nos relations qu'on a avec d'autres humains? Est-ce que le téléphone mobile qu'on a tout le temps avec nous, par exemple, nous empêche de mieux avoir des rapports ou nous connecter avec des personnes face à face? Vous savez, le classique des deux jeunes dans la même pièce qui se textent en même temps, au lieu de se parler, ils sont dans la même pièce, mais ils vont se texter à la place. Donc, toutes les relations qu'on a à partir des messages textes, quand on veut dumper quelqu'un, on veut briser une relation avec quelqu'un, on le fait par texte au lieu d'appeler la personne ou de lui parler face à face. Les questions que Mme Turkle pose sont très importantes, surtout cette année avec la pandémie, où la plupart des relations qu'on a eues les derniers mois, pour toutes sortes de raisons qui nous dépassent tous, on devait les faire à distance. La relation qu'on a présentement pour le cours se fait par personne interposée sur un site interposé. Déjà que sur Zoom, on se voit au moins un peu, mais on n'est pas en présence l'un de l'autre. Certains d'entre vous peuvent fermer vos caméras, donc les autres ne peuvent pas voir qu'est-ce que vous ressentez, comment vous réagissez au reste de la classe et au professeur. Donc, ce sont le genre de questions, c'est le genre de questions que Mme Turkle pose avec les techniques. Est-ce qu'on ne crée pas plus de barrières? Il y a une idée ici un peu romantique, on pourrait dire, de avant la technique, que les gens se parlaient, ainsi de suite. Donc, il faut faire toujours attention avec ce genre de truc-là, parce qu'il y a un côté qui est un peu déterminisme technologique. Il faut être un peu critique de ces choses-là. Mais Mme Turkle pose des questions qui sont quand même sérieuses sur est-ce que les relations qu'on a par réseau, les relations qu'on a qui sont médiatisées, est-ce qu'elles sont de vraies relations? Ma réponse à Mme Turkle, c'est que oui, elles sont de vraies relations. Mais elles sont des relations qui sont différentes du face-à-face, personne à personne, sans médiatisation. Pourquoi? Vous avez des relations avec vos parents que vous appelez au téléphone peut-être une fois, deux fois par semaine. Est-ce que ces relations-là sont fausses d'après vous? Vous allez peut-être parler à vos parents pour les années qui viennent, deux, trois fois par semaine par téléphone. Vous ne les voyez pas. Vous ne pouvez pas les toucher. Surtout en pandémie, les grands-parents, eux, vous ne pouvez même pas aller les approcher.
que les relations sont fausses. Il faut faire attention encore une fois, parce que la critique de Mme Turkle ne touche pas le téléphone. Et pourtant, je veux dire le téléphone classique, mais pourtant, elle touche les téléphones cellulaires ou les médias sociaux. Donc, il faut faire attention dans sa critique de toujours poser des questions pour voir s'il n'y a pas une idée un peu trop romantique de avant la technique. Encore une fois, je vous conseille de regarder la vidéo très court sur Mme Turkle. Celui-là est en anglais, mais est très, très, très intéressant. La dernière chercheuse qu'on pourrait classer en termes de technosciences au féminin qu'on va regarder aujourd'hui est Lucy Suchman. Ce qui est particulier avec Mme Lucy Suchman, c'est qu'elle est partagée entre les sciences et techniques et l'interaction humain-machine. Donc, moi, dans mes recherches, Lucy Suchman est très importante dans la théorie que j'ai sur l'interaction humain-machine. On va voir ça plus loin durant le cours, dans les semaines qui viennent. Mme Suchman a fait une recherche classique au parc Xerox. Vous savez tous qu'est-ce que le parc Xerox? C'est le parc où on a créé l'interface usager sur un écran d'ordinateur qui a été utilisé ensuite par Steve Jobs et chez Apple pour créer les premiers Mac qui avaient des interfaces visuelles. Donc, Mme Suchman était une chercheuse à l'époque qui travaillait au Xerox PARC. C'était une anthropologue et son champ d'activité en termes de méthodologie, c'était ce qu'on appelle l'ethnométhodologie, que nous avons déjà vu l'an passé dans le cours de méthodologie en communication. Une idée intéressante qui nous vient de Lucy Suchman, c'est que quand on est en interaction avec une machine, la machine, elle, suit un script prédéterminé, donc des actions qui sont situées. Si je clique sur le bouton Sauver dans Word, il y a toute une séquence dans le logiciel qui va sauver mon document. Est-ce que je suis capable d'interrompre la séquence en action avec Word? Probablement pas. La seule façon que je peux arrêter la séquence, c'est de fermer l'ordinateur sur le champ. Autrement, je dois attendre que la séquence d'action, le script, en d'autres mots, fasse son cours, joue son rôle avant que je puisse interagir avec cette machine-là, avec ce logiciel-là et faire autre chose. Donc, tant que le truc n'est pas terminé, moi, comme humain qui est en interaction, je suis bloqué. Donc, je dois attendre et je dois m'adapter. Je dois jouer le jeu du script avec la machine qui, elle, détermine ce que moi, je peux faire avec elle ou pas. Le truc, c'est que nous, les humains, à chaque moment, on fait quelque chose. On peut avoir des habitudes, des comportements prédéterminés, mais ces comportements prédéterminés peuvent changer aussi. Les animaux aussi peuvent changer en passant, pas juste les humains. Donc, on a un choix, une agencité, et quand on est confronté à une machine, on n'a pas le choix de suivre cette machine-là ou de déconnecter de la situation, de l'interaction au complet. Et de là, certains problèmes qu'on a avec les techniques, des fois. Quand vous avez vos parents qui vous appellent vous disant peux-tu m'aider avec mon iPad, peux-tu m'aider avec mon ordinateur, ou peux-tu m'aider à changer l'heure sur le four, ou à préprogrammer à l'époque le magnétoscope, c'est parce qu'ils ont de la misère à s'adapter au plan qui est déjà situé, au script qui est déjà prédéterminé dans la machine. C'est difficile pour un être humain de s'adapter et de comprendre quel est ce jeu, ce script qui est joué par cette machine.
Et c'est une étude sur des chercheurs de haut niveau qui avaient les équivalents du prix Nobel dans leur domaine, qui étaient face à des photocopieuses durant les années 80, fin 70, début 80. Ils étaient incapables, c'était des scientifiques de haut niveau, mais ils étaient incapables de faire fonctionner une photocopieuse. Il y avait des scripts, il y avait des scénarios et des situations pour lesquelles ces gens-là, qui sont très intelligents, étaient incapables de fonctionner avec la machine. Et c'est le départ de la critique et l'analyse de Mme Lucy Suchman sur l'interaction qu'on a avec les machines. La conclusion de Lucy Suchman, c'est que quand les humains sont en interaction avec les machines, et puisqu'on le fait de plus en plus avec les années, c'est qu'il faut arrêter l'opposition homme et machine, et il faut plutôt repenser la relation, l'interaction qu'on a avec les machines comme une forme d'assemblage, ou ce que j'appelle souvent la co-construction de notre identité avec la machine. J'en ai parlé dans des cours précédents où la machine, c'est le corps, l'humain, c'est l'esprit, et cet esprit domine le corps, l'humain domine la machine. Donc, nous sommes des utilisateurs qui utilisons une machine. La machine est là pour nous servir, comme le reste de la nature, comme les animaux. Mais Lucy Suchman nous dit qu'il faut arrêter de voir nos interactions avec la machine comme des utilisateurs qui n'utilisent qu'un objet. Il faut aussi arrêter de voir la machine comme étant un outil qui a toujours raison, qui est complètement logique. Donc, j'en ai parlé dans des cours précédents. Tandis que nous, quand nous expérimentons, quand nous avons l'expérience d'interaction que nous ne comprenons pas avec les scripts déjà situés de la machine, il faut arrêter, nous, de nous culpabiliser et de penser que nous sommes le problème, que nous sommes émotifs ou irrationnels. Donc, l'idée de l'utilisateur, la personne qui utilise la machine, c'est une vision dépassée de la façon dont nous sommes en interaction avec cette machine. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter l'opposition homme contre machine. Et vous voyez maintenant qu'il y a une connexion avec les idées de Haraway, Harding et même de Turkle, où la façon dont nous traitons avec les techniques sont repensées avec la science, la technique. C'est l'apport de la technoscience au féminin dans le travail que nous faisons qui nous force à repenser. Il y a beaucoup de critiques qu'on pourrait dire sur la technoscience au féminin. Il y en a qui disent que ce n'est pas une épistémologie légitime, puisqu'elle prétend avoir une épistémologie différente de l'épistémologie même. Il y a des gens qui disent que par défaut, les femmes ne peuvent pas voir les choses différemment puisqu'elles sont des êtres humains. C'est une critique qui est souvent amenée plus vers la théorie de la situation de point de vue de Mme Harding. C'est une critique très fréquente. Mais on voit ici qu'avec la technoscience au féminin, on peut quand même jouer et regarder autrement les relations que nous avons avec les techniques. Évidemment, je vous encourage à regarder les deux vidéos qui nous parlent de Mme Lucy Suchman. Donc, il y en a un avec le Xerox PARC et un autre qui nous introduit un peu plus à elle. Très bref. Il faut aussi faire les lectures et
faudrait regarder tous les vidéos que j'ai mis en lien sur YouTube. Ça va beaucoup vous aider, surtout puisque nous sommes à distance. Ça va vous donner une autre perspective, une autre façon d'expliquer ce que je vous ai déjà expliqué maintenant et ça peut vous aider. Donc, le cours d'aujourd'hui, c'était la deuxième partie du cours. La première partie, c'était sur la théorie de l'acteur réseau. La deuxième partie, la technoscience au féminin. Alors là, avec ces deux sujets-là, on est dans le creux, dans le fond de ce qu'on appelle l'étude des sciences et techniques. Ce sont des classiques, des éléments classiques de ce qu'on appelle l'étude des sciences et techniques. La semaine prochaine, on va regarder d'autres éléments, d'autres aspects de l'étude des sciences et techniques. On va regarder certains enjeux de la société avec les sciences et techniques, politique, économique, évidemment, l'environnement. Votre ouvrage que vous avez, comme je l'ai dit, regardez-le, lisez-le en long et en large. C'est un dictionnaire, donc vous n'avez pas besoin de mémoriser les choses, mais c'est qu'il y a beaucoup de trucs qu'on a déjà mentionnés depuis le début du cours qui reviennent, des idées. Alors, si des fois vous avez des concepts que j'ai expliqués, peut-être ne sont pas clairs, c'est le temps de commencer à piger dans votre ouvrage de classe pour connaître le jargon, connaître les termes, connaître les concepts des sciences et techniques. Connaître ces termes-là aussi va vous aider dans vos cours de communication, puisque les communications, comme je l'ai dit souvent, empruntent beaucoup aux sciences et techniques. Et souvent, les gens ne savent même pas en communication que la source des théories qu'ils ont regardées nous viennent des sciences et techniques. Comme quand on regarde Sherry Turkle, toute l'idée de la construction identitaire, ça nous vient de Sherry Turkle. C'est utilisé constamment en communication et pourtant, c'est elle la pionnière qui a créé ces choses-là. Donc, c'est tout pour cette semaine. On se revoit rapidement avec un cours en présentiel. Et comme je l'ai dit, tout dépendamment de vous, si vous aimez ce format, certaines des autres séances vont être transformées en séances asynchrones, en format de vidéo sur YouTube pour vous. C'est à vous de me dire si vous aimez ou si vous n'aimez pas. À bientôt.